Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir pour vous Edith Henry pour Le Soir saigne rouge, paru en 2024 aux éditions Le Coudrier. Un entretien mené pour vous par la sublime Tatiana Jerkens. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir donc de vous faire un petit peu découvrir, je l'espère, Edith Henry à travers cet ouvrage, Le Soir saigne rouge. Je parle assez fort, ça va? Alors, j'avais envie de te poser une question très simple. Je pense que tu devines ce que c'est quand on commence l'entretien. Mais qui es-tu? Mais alors, de façon très succincte quand même. Donc, je sais que tu es née à la campagne et que tu es devenue infirmière. Mais il y a un bon bout de temps. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment tu pourrais, toi, te définir en quelques mots et aussi, bien sûr, ce qui t'a mené vers l'écriture, vers la poésie, mais également vers tout ce qui représente l'art de dire, puisque tu as fait également du théâtre, tu as été sur scène, tu as fait vibrer en toi cette corde artistique. Voilà. Oui, de façon succincte. Bon, effectivement, dans une vie antérieure, j'étais infirmière, donc je soignais. Et j'ai toujours écrit. Je crois que j'ai commencé à écrire même dans le ventre de ma mère, parce que ma mère était une amoureuse de la littérature et de la poésie. Et comme elle était étrangère, quand elle était enceinte, elle se raccrochait à ses poèmes, elle les disait en russe. Et donc ce que moi j'ai perçu, la première chose que j'ai perçue, in utero, c'était probablement la vibration des mots étrangers que je ne connaissais pas. Et par après, ma mère a continué, le mercredi après-midi, sieste obligatoire, et comme je suis une enfant très désobéissante, la meilleure façon de me tenir tranquille, c'était de prendre un livre et de lire effectivement les poèmes de Pouchkine. Et là aussi, c'était une écriture qui m'était inconnue. Et la première chose que j'ai perçue, c'est la musique des mots, c'est les sons. Et je ne comprenais pas, mais ce n'était pas grave de ne pas comprendre. Je sentais, à travers sa voix et à travers la vibration qu'elle donnait à sa voix, je sentais les émotions qui arrivaient et il suffisait de s'y coller et c'était tout. Et puis j'ai continué. Et j'ai mis longtemps à incuber la poésie. Longtemps. J'ai écrit, mais je n'étais pas satisfaite de ce que j'écrivais. Je voulais vraiment atteindre l'intériorité vraiment du mot. Ce que moi, j'y mettais. Ma propre authenticité, ma propre voix. Et ça a mis longtemps. Ça a mis du temps aussi pour te... Enfin, c'est vrai que ton premier recueil qui est publié aux éditions Le Coudrier, j'ai 70 ans et je danse la sardane. Je ne te parlerai pas de la sardane aujourd'hui, c'est promis. Et donc, mais il date de quelle année encore? 2019. 2019, donc... Est-ce qu'il y a une raison à ce qu'on pourrait appeler cette publication tardive? Mais je n'aime pas ce mot parce que je pense que chaque personne a son rythme et qu'il n'y a ni de choses précoces ou tardives. Ça se passe quand ça doit se passer. Enfin, c'est ce que je ressens. Mais est-ce qu'il y a une raison Est-ce que tu t'es donné l'autorisation ou bien au contraire c'était... Oui, probablement que je me suis donné l'autorisation. Disons que j'avais une vie très occupée. J'ai fait beaucoup de choses. Et la publication... Il fallait que cette publication ait un sens. Et donc, il fallait réunir une série de poèmes et que cette série de poèmes ait quelque chose à dire, à m'apporter à moi et à apporter aux autres. Donc, il a fallu énormément de temps. Bon, entre-temps, bien entendu, il y a eu des prix qui ont été remis. Donc, ça m'a permis de me dire que je pouvais continuer dans cette voie, que ce n'était pas...
que ce n'était pas une voix qui devait m'être complètement étrangère, qu'il y avait probablement quelque chose à faire en poésie. Et en poésie, je précise. Parce que pour moi, c'était la poésie, c'est l'endroit où, et c'est très important, l'endroit où je me sentais la plus libre, la plus indépendante. Je pouvais exprimer ma colère, ma révolte, mes sentiments les plus profonds, et dans une langue qui n'était pas une langue figée. Je pouvais bousculer les mots, bousculer la grammaire, peu importe. Et là, j'ai un maître, j'ai Chlebnikov. Ça, c'est un monsieur Chlebnikov. Je crois que je prendrai son recueil sur une île déserte, parce que là, je trouve qu'il est d'une voyance et par rapport au siècle. Il vivait à la révolution russe. Et il est mort. Il écrivait sur des papiers qu'il mettait dans une thé d'oreiller, qu'il transportait avec lui. Et il a visité toute la Russie durant la Révolution, et il a écrit des choses qui sont des choses d'une fulgurance au niveau écriture, au niveau mots, au niveau voyance même. Ah, vraiment. Est-ce que tu serais d'accord avec la citation de Marguerite Duras qui dit que ça rend sauvage l'écriture? Et je vais te dire exactement ce qu'il écrivait. Ça rend sauvage l'écriture. On rejoint une sauvagerie d'avant la vie, et on la reconnaît toujours. C'est celle des forêts, celle ancienne comme le temps, celle de la peur de tout, distincte et inséparable de la vie même. On est acharné. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture. Il faut être plus fort que ce qu'on écrit. C'est une drôle de chose. C'est pas seulement l'écriture. L'écrit, c'est l'écrit des bêtes. La nuit, ceux de tous, ceux de vous, de moi, ceux des chiens. C'est la vulgarité massive, désespérante de la société. C'est très fort ce qu'il écrit. Mais dans ce que tu viens d'exprimer, ce besoin de liberté, cette capacité de pouvoir finalement bousculer la grammaire, ce besoin de revenir à l'intérieur de toi, et ton côté peut-être rebelle et désobéissant, qui vient probablement de ce prénom Édith, puisque c'est celle qui s'était retournée alors qu'elle ne pouvait pas, et qui donc s'est fait changer en statue de sel. Voilà. Mais est-ce que tu rejoins cette définition de l'écriture? Évidemment, mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je pourrais rajouter à l'écriture de Marguerite Duras? Bon, mais je vais quand même essayer. Pour moi, effectivement, dans mon écriture, il doit y avoir du souffle. Je dois respirer. Et je dois respirer ce que je suis, mais je dois aussi respirer tout ce qui m'entoure. Que ce soit les forêts, le sol, l'humus, les animaux, les gens qui m'entourent. Tout ça, je tiens à ce que ce soit dans ce que j'écris. Et ça me nourrit. Ça nourrit mon écriture. Et mon écriture me nourrit. Donc c'est un va-et-vient. Alors la question que je vais te poser maintenant, c'est justement en lien avec ce recueil, mais quel a été le chemin pour écrire ce recueil? Parce que je sais un petit peu que ce n'est pas anodin ce qui s'est produit dans l'écriture de ce recueil. Donc comment est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu as été inspiré par d'autres personnes, ou qu'est-ce qui s'est passé pour écrire ce recueil qui parle donc de 4 grandes figures féminines, des archétypes de la mythologie, avec Pénélope, Circé, Mélusine et l'Amazone Xéna. Donc c'est pas n'importe quelle femme, et en tout cas pas n'importe quelle image féminine. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie d'écrire, de donner voix à ces femmes, puisque ce sont elles qui s'expriment? Absolument. C'est pas du tout anodin comme recueil. C'est un recueil très, très, très particulier. La mythologie, je l'avais rencontrée dans des études secondaires en civilisation grecque. J'avais rencontré Pénélope à ce moment-là. Et j'avais trouvé Pénélope très fade, trop lisse, très fidèle, très propre sur soi. Un peu trop, à mon avis. La seule chose qui m'avait titillée, c'était quand même qu'elle avait refusé de se marier. Et ça, c'était la coutume de l'époque. Donc il fallait quand même avoir un peu de caractère pour s'opposer à une décision aussi patriarcale. Et puis, j'ai plus jamais rencontré Pénélope. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me rappelle très très bien que c'était un samedi et que je m'ennuyais
prodigieusement et que je me suis mise à rêvasser. Et je suppose que cette rêverie j'ai dû probablement me mettre en communication avec une vibration qui n'était pas la mienne. C'est impossible à expliquer intellectuellement. Je ne peux pas l'expliquer intellectuellement, mais je suis persuadée d'avoir été à un moment donné en filiation avec une série de personnages, et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit Ithaque, mon île, le repère de mes attentes. Et à partir de ce moment-là, tout est parti. Je n'ai plus rien arrêté. Ça a été d'une fluidité assez étonnante, parce que je suis quelqu'un qui retravaille mes textes. Et là, j'ai très peu retravaillé. Juste enlever quelques répétitions, quelques mots qui n'avaient pas besoin d'être là. Mais vraiment, une fluidité, un abandon. C'est ça. En fait, je me suis abandonnée complètement à ce qui surgissait et ce qui venait. Et la première personne qui est venue, c'est Pénélope. Étonnamment. Étonnamment, et tout compte fait, je me dis que toutes les recensions qui ont été faites par rapport à toutes ces femmes, et à Pénélope en particulier, ce sont des recensions masculines. Donc, et même quand je suis retombée sur certaines recensions féminines, mais j'y sentais une voix masculine. Je n'ai pas retrouvé, je ne sentais pas Pénélope en tant que femme. Et là, je l'ai ressenti. Là, j'ai vraiment senti ce qu'était Pénélope. En tout cas pour moi. En tant que femme. Voilà. Donc, il n'y a pas eu un processus de choisir spécifiquement ces femmes. Elles sont venues parce qu'on pourrait se dire, il y avait bien d'autres femmes, je pense à Antigone, évidemment. Enfin, et donc, il y en avait beaucoup d'autres, des femmes que tu aurais pu absolument décrire. Antigone, il m'aurait beaucoup plu, effectivement. Et il n'y en a pas eu. Non. L'ordre dans lequel apparaissent les femmes est l'ordre dans lequel elles sont arrivées. C'est-à-dire Pénélope, Circé, Xéna, Mélusine. Et après Mélusine, il y a eu un texte qui est arrivé et puis c'était fini. Je sais que mon mari m'avait proposé une sirène. Eh bien non. Il n'y a rien eu à faire. Je n'étais pas connectée aux sirènes. Ce n'était pas possible. Je dis dommage, mais non, je n'y arrive pas. Voilà. Alors, le titre, Le soir saigne rouge. Alors, c'est vrai que l'image qu'on pourrait avoir immédiatement, c'est le coucher de soleil. C'est ce qu'on pense. Mais je suppose qu'il y a une subtilité. Que signifient ces mots? Qu'est-ce qu'ils évoquent, notamment par rapport à ce recueil? Alors, bien sûr, saigne, le sang revient. Je sais que ça symbolise évidemment le féminin. Oui. Mais je ne peux pas parler à ta place, donc je vais te laisser. Merci, c'est gentil quand même. Je suis ravie. Je vais te laisser t'exprimer par rapport à ce titre, puisque un titre est tellement important. Un titre d'un recueil de poésie, c'est ce qui va nous attirer, ou pas. Et donc, voilà, Le soir saigne rouge. Le soir saigne rouge est extrait du dernier poème qui clôt le recueil. Alors, c'est vrai qu'il y a une lecture très simple, qui est effectivement le coucher du soleil et cette hémorragie de rouge dans laquelle se noie le soleil. Mais, c'est vrai, il y a des tiroirs. Alors, pour moi, le sang, c'est ce qui lie les femmes. On attend le sang de la puberté, on attend le sang au moment de la perforation de l'hymen, le sang qui arrive quand l'enfant vient au monde, et le sang qui s'arrête à la ménopause. Enfin, il s'arrête, mais virtuellement. Même ménopausée, le sang est toujours dans l'intériorité de la femme. Alors voilà, c'est ce lien qui relie finalement toutes les femmes entre elles, et qui est la force vitale et l'énergie vitale. Le sang, c'est quand même... Bon, c'est pas seulement les femmes, les hommes aussi, mais disons que chez les femmes, il y a un flux et un reflux. Il y a ce sang qui coule entre les cuisses, qui rejoint la terre, qui se marie à la terre, comme s'il y avait le retour de quelque chose vers l'origine initiale. Alors, ce que j'aime bien, c'est que tu parles du mot « le retour », alors que dans ce recueil, il est bien sûr question aussi de l'attente, d'une forme de solitude,
de parfois l'exil, une solitude qui peut être imposée, une solitude qui peut être choisie, parce que j'ai vu que Pénélope, c'est une solitude et une attente imposée, mais je pense que c'est Xéna qui choisit la solitude et l'exil. La solitude. Et alors, le sang, bien sûr, comme tu l'as évoqué, mais il y a aussi le sang violent, c'est-à-dire Ulysse, l'homme qui représente la violence de l'homme qui assassine, qui a combattu pendant 10 ans, et puis aussi le sang de la guerrière, comme Xéna, qui va verser du sang aussi, qui n'a pas les mains dans les roses. Donc ce sang, il est aussi signe de violence, qui bien sûr était très omniprésente à ces époques. Aujourd'hui aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est typique à l'époque, hein, non, franchement, je crois que ça traverse toutes les époques, là vraiment, on peut dire qu'on est... Non, j'aurais bien voulu. Alors, donc c'est vrai qu'il y a le thème de la terre et le thème de l'eau, mais de la terre aussi. Il y a le thème de la révolte, de la résistance, la désobéissance, la liberté, le désir, le corps féminin, l'enfance, mais aussi la vieillesse. Il y a un peu tous ces thèmes qui apparaissent dans ce recueil, de manière différente. Alors, on va quand même aller en douceur. Invitons-nous quand même. Ce que j'aurais voulu, c'est que comme tu avais évoqué le dernier poème qui parle de ce titre, est-ce que tu pourrais nous le lire? Même si c'est le dernier. Donc. Oui, je veux bien, absolument. Oui, en fait, il y a les prises de parole de Pénélope, Circé, Xéna et Mélusine. Et entre cette prise de parole, il y a des poèmes. Et ces poèmes, pour moi, c'est un peu comme si le chœur grec reprenait le mot. Comme si on reprenait ce que les héroïnes disent. Et c'est comme si on résumait et on donnait vraiment la substantifique moelle de ce qu'elle disait. Mais je vais y revenir aussi à cela par rapport à ton style qui faisait un peu penser à ces chants du passé. Âme voyageuse, le soir saigne rouge la robe des mariés, blanche mariée, blanche nonne, de jouissance étourdie. Sur la ligne d'horizon, le chasseur scelle d'aube crue les serrures des chambres nuptiales. Âme voyageuse, le soir saigne rouge la robe des mariés, blanche mariée, blanche nonne, de désespoir empalée. Et bien sûr, le contraste entre la robe blanche et le sang n'est pas anodin. Alors j'aurais voulu qu'on rencontre Pénélope, cette désaimée de ta jeunesse, que tu as pourtant rencontrée, et tu l'as rencontrée différemment de ce que tu pensais. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que ce que j'ai retiré de ce que Pénélope disait, c'était, j'ai trouvé une femme très riche, paradoxale, et qui m'a procuré une très grande émotion. Elle est émouvante dans sa douleur, dans sa souffrance, et en même temps dans tout ce qu'elle est capable de faire par rapport à cette douleur et par rapport à cette souffrance et par rapport à l'attente. Alors, je vais lire d'abord un poème, comme ça je te donnerai après l'occasion de lire aussi, mais c'est tellement un plaisir de pouvoir dire ces mots de Pénélope aussi. Les heures sombres, les heures basses coulent au long des souvenirs, froisse l'aube, la chemise claire des linceurs. Et je dis que je t'aime. Et je dis que je t'aime, au berger qui passe et chante ta louange, à ton fils qui ferraille incertain de l'avenir, au bouquet de myrrhe du jardin de ma chair. Et je dis que je t'aime encore, que je t'aime toujours, que je te flaire dans les draps tièdes des vagues rouges de l'amour. Quelle amoureuse quand même, qui attend son homme. Et voici au niveau de l'attente, je te laisse dire les poèmes qui suivent. Le poème 16. Oui, le 16. Le 16. Je déchire la laine comme plaie à mes nuits perdues. Je crie sans bruit et défais tous les nœuds, toutes les fibres qui de mes doigts emmêlent la tapisserie de glaive et de feu. Des fils d'argent usurpent déjà mes tempes et mes cheveux, ces mêmes cheveux, tressés, couverts d'or fin du jour,
de mes premières noces. Donc on voit vraiment également vraiment cette récurrence du temps qui passe. Oui, Et l'attente revient ici aussi, tu vois. Tu peux le dire au moins. Il revient dans la plupart des poèmes, puisqu'évidemment Pénélope est par définition la femme qui attend. Elle attend. Reine dévêtue, reine devenue, je suis Pénélope, reine d'Ithaque. Et de nuit en nuit, et si souvent, mon corps s'est mis à danser, danser d'amour sans autre péché, d'amour traînant, et si souvent de nuit en nuit, d'attente annoncée, d'attente dénoncée. L'attente, c'est vraiment quelque chose d'important. L'attente, il n'y a pas que Pénélope qui connaît l'attente. Toute personne qui écrit, qui crée, connaît l'attente. L'attente, c'est Bergson, pas si on dit Bergson ou Bergson, qui dit que l'attente est créatrice. Elle est créatrice parce qu'elle nous demande d'aller vers notre intériorité, pas vers l'extériorité, vers le summum de notre intériorité. Et ce qui magnifie l'attente, notamment chez Pénélope, c'est la mémoire de tout ce qu'elle a vécu, de tout le positif qu'elle a vécu, et la promesse que ce positif va revenir. Et cette attente, alors qu'au départ, c'est dramatique, parce qu'en fin de compte, elle est toute jeune quand elle est mariée. Oui. Elle est mariée à un homme qu'elle ne connaît pas. On l'a donné à cet homme, comme on faisait à cette époque-là. Et elle s'est mise à aimer de façon désespérée cet homme qui s'est mis à l'aimer également. Et puis est arrivée la guerre de Troie. Et là, lui a préféré cette gloire illusoire de la guerre, d'aller se confronter à la guerre, d'avoir l'adrénaline de la guerre, d'aller vers la violence du sang, vers la violence du meurtre, et de laisser à Ithaque sa femme et cet enfant, et la gestion de son royaume, qui lui semblait probablement trop quotidien, trop banal. Et donc, Pénélope, dans une souffrance éperdue, a laissé partir cet homme, et finalement, le fait de laisser partir cet homme lui a permis, étonnamment, d'être Pénélope, de devenir Pénélope, de devenir reine d'Ithaque. Parce que, et ça c'est Eros a besoin d'oxygène, quelque part. C'est comme un feu, les bûches ont besoin d'avoir de l'oxygène pour pouvoir bien brûler. Donc, le fait que cet homme soit parti au loin, eh bien, automatiquement, elle va sublimer son amour pour cet homme. Et là, elle va se découvrir et elle va se rendre compte qu'elle peut prendre d'abord cette image sociétale, c'est-à-dire je suis reine, je suis Pénélope, je gère mon royaume, je dirige mon royaume, j'éduque mon enfant, et je suis capable de le faire et je suis capable aussi de tenir à distance la meute des prétendants qui veulent effectivement qu'elle se marie. Reine d'Ithaque. Reine d'Ithaque. Vulnérable. Vulnérable, belle, évidemment. Délaissée. Oui. Je me nomme fileuse, aussi liseuse, tisseuse du tissu des tuniques que les saisons, l'huile essentielle de mes colères, la langue viscérale. Et pourtant, je le sais, tu reviendras. Amarrer ta nef à ce port qui te porte, qui t'emporte, toutes directions confondues, à mon chant, aux cordes affûtées. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la musicalité, mais c'est vraiment, il y avait quelque chose qui me faisait penser au chant antique, justement. Tu as dit les chœurs, il y a des répétitions, il y a une scansion. Et l'image qui m'est venue par moments dans ces répétitions, cette scansion, c'est le mouvement des rames. J'avais la sensation d'avoir le mouvement des rames, parce que dans la trajectoire de ce recueil, il y a des répétitions. Ici, le mot « tu reviendras » revient des poèmes, pas tous les poèmes, mais revient régulièrement. On a vraiment une sensation d'un rythme qui se met en place et qui est là. Et alors, je me demandais, est-ce que c'était voulu ou pas? Ça, j'aime bien si ce n'est pas le cas, parce que c'est chouette. Tu écris « J'ai relâché ton faucon au soleil d'un champ de blé ». C'est Pénélope qui dit ça. Et Circé.
Circé veut dire oiseau de proie, faucon. Circé, en grec, c'est l'oiseau de proie. C'est vrai, absolument. Et c'est Circé qui garde Ulysse, tandis que Pénélope attend. Donc je ne sais pas si c'était fait exprès. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bien, en effet, il y a bien quelque chose qui est passé. Ah oui, parce que Pénélope t'a envoyé un message en disant oui, absolument. J'ai relâché ton faucon. Alors la peinture vient. Hein. Oui, et en fait, Circé fait juste suite à Pénélope. Tout à fait. Ah non, ça c'est... je suis contente. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai, ça c'est complètement l'inconscient. Oui. C'est vrai que c'est vraiment un continent, hein, l'inconscient. Oui, ça... Et alors, il y avait ces paysages aussi, ces paysages où on a l'impression d'avoir des vagues qui viennent se heurter aux rochers, et ça m'a fait penser à Hamlet. Voilà, prince du Danemark, Shakespeare. Confronté à la mort également. Voilà, il y a quelque chose, il y a toujours les tragédies, elles sont inscrites bien sûr dans les mythes grecs, et je ressentais ces images. Et alors, je trouve que effectivement, ce dernier poème, Je suis ta femme, ta Pénélope, reine d'Ithaque, qui est juste ouf. Oui. Alors on va passer à Circé. Elle attend. Mais je voudrais quand même. Non, je voudrais dire parce qu'il y a quand même quelque chose que tu n'as pas dit. Normalement, l'image qu'on a de Pénélope, l'image en tout cas que les hommes aiment avoir de Pénélope, et je les comprends, c'est l'image d'une épouse admirable, d'une fidélité à toute épreuve, attendant le retour de son chevalier. Et ce n'est pas le repos du guerrier. Non, je pense que ce n'était pas le cas. Je pense, d'abord, elle se définit en tant que jument. Oui. Et la jument... Je suis ta jument de... Oui, la jument, c'est une déesse féminine. Et c'est la déesse de la fécondité. Mais c'est aussi celle du désir, de l'animalité du désir, des instincts. Et elle galope de nuit dans Ithaque. Alors, je suppose qu'elle était libre. Elle n'avait quand même pas une ceinture de chasteté. Donc, on n'en dira pas plus. Mais à mon avis, elle devait avoir des rencontres. Oui. Elle était fidèle. Oui, bien sûr qu'elle est fidèle. Elle est fidèle à cet amour infini et qui dépasse la distance, cet amour infini qu'elle porte à son mari. Mais elle est aussi fidèle à son corps de jeune femme qui a envie d'exister, qui se sent exister et qui est vivante. Elle n'est pas morte. Et donc la différence qu'il y aurait finalement dans cette Pénélope, c'est que cette liberté dont tu parles, elle est cachée. Absolument. Tandis que Circé la proclame en tant que magicienne libre, femme libre de l'incarnation du désir, de la puissance. Et voilà. Mais chez Pénélope, elle est cachée parce qu'en réalité, elle a également un rôle social. Elle est reine. Donc elle ne peut pas se permettre non plus n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est dans le secret que cela se fait. Oui. Dans le secret. Circé, c'est différent. Elle est aussi rusée que Ulysse. Oui, elle est dure, elle est endolorie, elle est aimante, elle est aimée, elle est désirée, elle est désirante, elle est fidèle, elle est infidèle. Elle est paradoxale. Elle a tout ça à la fois. Et ça, c'est d'une richesse incroyable, finalement. Alors, je te propose justement de parler de la magicienne. Et là, tu vas découvrir, en effet, donc, page 32, ce fameux oiseau de proie. On me nomme la magicienne, l'oiseau de proie, la sphinge à l'anguille, celle qui éteint de sa beauté les étoiles du ciel. De pourpre se colorent mes philtres, mes riches étoffes, mes humeurs. Le mouillé de mes monts, la boussole de mes cuisses, la menthe de ma bouche. Circé. Très mauvaise presse, Circé. Très mauvaise presse. Oui. Circé, c'est la femme fatale. Oui. C'est d'après les hommes. Encore une fois, je m'excuse. Mais d'après les hommes, Circé est la femme fatale. C'est magicienne pour ne pas dire sorcière aussi. La distance est très étroite entre magicienne et sorcière. On me nomme Circé la splendide, la perfide, l'acide, la douce, la sucrée, la fée, la sensuelle, la séductrice, au jour rebondi de l'enfance, la perle de la vieillesse, la fronde, le point cardinal de toute salve. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en effet, l'enfance et la vieillesse, ça revient aussi dans ce recueil, ça se mélange. Oui. C'est vrai, je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Oui.
la poudrière des pulsions sexuelles. Oui, c'est vrai qu'avec Circé, nous sommes vraiment dans du charnel, dans de l'organique, je dirais plus dans de l'organique. Dans du feu aussi. Et on n'est pas dans les petites roses et les petits oiseaux, nous on est vraiment dans ce qu'on ressent vraiment profondément. Et donc, il est bien 39. Continuons avec Circé pour pouvoir découvrir et entendre 39. Cette femme. Ah, voilà, oui. Oui, je suis Circé, la superbe, celle qui défait les royaumes, chevauche les plaies non suturées, pille la cadence de toute vie. Circé, ton appel, ta désespérance, ta cicatrice, un ressac où ne crie que l'obscur de ton cœur. Oui, parce que Circé est fatale. Oui, elle est fatale, évidemment, bien entendu. Circé, c'est l'inverse du civilisé. Circé n'est pas civilisé. Circé ne domestique pas la nature. Circé ne domestique pas l'amour. Circé ne domestique pas l'amour, elle ne domestique pas non plus les femmes. Circé, c'est celle qui est à l'intérieur, elle est en symbiose avec la nature. Elle connaît finement, subtilement tous les médicaments de la nature et tous les poisons de la nature. Et effectivement, c'est un miroir. Et ce que demande Circé, ce qu'elle exige, c'est qu'un homme se mette à nu, dans son lit, qu'il lui fasse l'amour. Parce qu'à partir du moment où on est nu dans un lit et qu'on fait l'amour à une femme, on ne peut pas tricher. On est ce que l'on est. Oui, de façon générale. De façon générale. Et d'ailleurs, et là je dirais peut-être une phrase de Jacqueline Kellen, qui dit « Seul un homme pur, un homme et pur, peut rencontrer ou aimer la femme sans voile. » Ce qui veut dire que ce n'est qu'un homme authentique qui peut rencontrer effectivement la nudité de la femme. C'est la raison pour laquelle on passe son temps à couvrir les femmes, bien entendu. Parce que le regard qui leur est porté n'est pas toujours nécessairement un regard pur. Sorry. Je vais revenir à ton style. Ce qui m'a frappé notamment dans le poème 42, la page 42, c'est cette musicalité dont je parlais, ce jeu avec les sonorités, sachant que pour moi la poésie est une musique, secrète sorcière pressentie à la 7e porte du siphon d'encre noire de la nuit, silencieuse solitaire, la louve piège la proie et se jette vide ouverte sur la trappe d'un rêve déjà guillotiné. Ça pour moi c'est vraiment le poème où on entend la guillotine à la fin. Donc, est-ce que tu peux me parler de ton écriture qui est baroque? Tu as une écriture pour moi qui est baroque, qui est riche, qui est dansée, qui est puissante, qui est complexe, n'est pas toujours accessible. Est-ce que la poésie doit être accessible tout de suite? Je n'en sais rien, c'est notre débat. En tout cas, il y a parfois la sensation, presque une transe de mots par moment, et de quelque chose d'un chant primitif. Voilà ce que moi je ressens dans l'écriture de ce recueil. Est-ce que tu peux me parler quelques mots, si tu y parviens, bien sûr, de ce style, oui, de ce rapport aux sonorités, oui. Mais la musicalité, cette jubilation presque du vocable, des mots, voilà, parce que c'est vrai que c'est riche, une écriture qui est riche. Mais j'aime beaucoup le terme de jubilation, parce que c'est vraiment ça, c'est de la jubilation. J'adore les mots, et c'est comme ça, je peux pas changer, j'aime le son, j'aime la musicalité, j'aime les sons qui coulent, qui sont fluides et qui glissent, un peu comme de l'eau finalement. Ouais. Et je suppose que ça doit venir de ce début de vie et de ce chant que ma mère avait en langue étrangère et que je ne comprenais pas et qui est resté finalement imprimé à moi. J'en suis persuadée. Cette musique des mots. Je ne comprenais pas les mots. Je le répète encore une fois, je ne comprenais pas. Parce que ma mère n'a jamais voulu traduire quoi que ce soit. Donc, j'étais simplement... Et c'était du russe. Donc, le russe est une langue excessivement musicale. Et qui coule. Et voilà, je pense que c'est de là que ça vient.
Alors, par rapport au souffle, oui, peut-être que dans mon écriture, dans cette écriture-ci en tout cas, il y a de l'épique. Oui. Il y a de l'épique. J'aime par exemple Adonis, qui est un auteur syrien, je pense. Je pense que c'est un Syrien. Adonis a une écriture... Moi, j'entre dedans, je lis et je survole les siècles, je survole le temps. Il y a comme une voyance, quelque chose qui me transporte, quelque chose qui m'emmène. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans la poésie, c'est d'être emporté plus loin que moi, plus haut que moi. Ça revient passionnément. À ce que disait Marguerite Duras, on y revient. Voilà, exactement. Oui. Dans cette partie de moi qui n'est pas exprimée et qui peut s'exprimer à travers la poésie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Et du coup, je t'offre cette citation de Emily Dickinson, parce que ça ressemble un peu à ça. Se charger à l'extrême comme le tonnerre, et puis, alors que toute chose se terre, éclater, grandiose. Voilà ce que serait la poésie. Cet orage contenu qui explose. Oui, qui est non contenu, effectivement. Non, qui explose. Il est contenu, et puis il explose, effectivement. Et c'est comme un torrent. C'est un torrent qui déferle. Et c'est fantastique, c'est formidable. C'est quelque chose qui emmène. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu terminé ce recueil, j'étais dans un état d'excitation très particulier. J'aurais pu marcher, je sais pas, pendant des heures. J'avais une énergie qui me transportait et qui devait quelque part s'évacuer. Je ne savais pas très bien comment je devais l'évacuer, mais il fallait que je l'évacue, puisqu'il n'y avait plus d'écriture, c'était terminé, le recueil était fini. Donc il fallait bien que je bouge, il fallait bien que je fasse quelque chose de cette énergie qu'on m'avait donnée. Parce que je suis persuadée qu'effectivement, très humblement, je ne suis qu'un outil. Je ne suis que cela, finalement. Je mets sur un papier quelque chose qui me dépasse et qui vient probablement... D'ailleurs, oui. Cette connexion à autre chose. À autre chose, oui. Oui, parce que je suis persuadée que... tu as un canal. Les mots, oui, il faut entrer dans un canal. Mais les mots, nos mots s'inscrivent dans une continuité. Nous avons plein de générations derrière nous qui ont écrit, qui ont pensé. Et cette génération, elle n'est pas perdue. Cette énergie, elle doit bien se trouver quelque part. Ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas quelque part. Et que donc, en tant que poète, on peut peut-être s'ouvrir à cette énergie et la recevoir et la retransmettre. Voilà, très humblement. Très humblement. Parce que ce que j'aime beaucoup quand tu parles, on ne peut pas y aller tout de suite parce que c'est Mélusine et qu'elle arrive en dernier, mais tu parlais justement de cette mémoire. Oui. Et la mémoire, c'est aussi symbolisé par l'eau. On dit que l'eau a une mémoire, mais en fait l'eau qui est omniprésente dans ce recueil, sous forme d'île, sous forme d'océan, c'est aussi bien l'eau purificatrice, l'eau du plaisir, l'eau originelle, source de vie, et puis l'eau de l'oubli, ou l'eau de la mémoire. Oui. Voilà, au niveau de ce qu'on symbolise souvent par rapport à l'eau. Voilà. Mais on va venir d'abord chez Xena. Et Xena, c'est pas rien, c'est une fameuse guerrière amazone. Et là, on ressent bien le soir saigne rouge, il est bien rouge. Donc, d'emblée, le sang, il est là. Je suis des Amazones, la cavalière, la souveraine mythique. Toute ma peau se souvient, toute ma peau vibre au vent des résines, toute ma peau s'ocre au sang de ses victimes. On est dedans, là. Elle n'est pas gentille, hein, elle n'est pas douce. Enfin, au début, en tout cas. Et peux-tu nous parler un tout petit peu de Xena ? C'est vraiment peut-être celle où on ne trouve pas grand-chose, en fait, sur Xena, à part qu'il y a maintenant un dessin ou un film, je pense, avec Xena la guerrière, qui a inspiré, en fait. Hein. Mais sinon, on ne trouve pas beaucoup d'écrits sur Xena. Non. Avec Xena veut dire étranger. En plus. Grec. Oui. Ouais. En tout cas, c'est l'alphabet. c'était une Amazone, c'est vrai. Et les Amazones, tout comme Circé d'ailleurs, n'ont pas tellement bonne presse. Hein. Les Amazones, elles mettaient en commun les vertus féminines et les vertus masculines. Elles faisaient un équilibre entre les deux.
vertu Ce féminine. que tu peux retrouver éventuellement dans, par exemple, Mélusine qui va suivre après, le fait que quelque part elle est Oui. côté hermaphrodite, je Oui. sais pas, ou enfin qu'elle Elle- est elle- coupée avec une queue de serpent. C'est-à-dire qu'elle est mi-femme, qu'on attribue mi-serpente. qu'on attribue ça parfois au symbole du phallus. Je ne sais Mi-phallus. pas, j'extrapole peut-être, mais enfin voilà, il peut y avoir. Pour moi, non, le serpent, pour moi, c'était pas le phallus. Mais ça peut aussi l'être. Ça pourrait, mais je ne vais pas dans cette direction. Pas dans cette direction. Désolée de te contredire, mais je ne vais pas aller dans cette direction-là. Mais pour en revenir aux Amazones, c'est vrai qu'il y a eu, à minima, une espèce de propagande par rapport aux Amazones, déjà à cette époque-là. On prétendait qu'elles s'enlevaient un sein, ce qui est complètement faux. Complètement faux, parce que quand on regarde les Jeux Olympiques actuels, il y a des femmes qui tirent à l'arc, et que je sache, elles n'ont pas un sein en moins. Donc, c'était presque comme une punition, puisque les seins, c'est ce qui magnifie la femme, la poitrine. Donc, on la punit, on enlève un sein. Et puis, il y a eu une deuxième légende, comme quoi les enfants masculins qu'elle mettait au monde, elle les tuait. Ah, c'est faux. Elle ne tuait pas les enfants masculins, elle les remettait aux hommes pour que les hommes puissent éduquer ces enfants masculins. Elle gardait les filles. Et elle faisait l'équilibre entre les vertus féminines et masculines. Alors, les vertus féminines, la douceur, contraire, hein, la douceur quand même, la transmission, l'éducation, les soins, tout ça, ce sont des vertus féminines. Les vertus masculines, je dirais le courage, le travail du corps, l'endurance, la fuite en avant, les projets, ça ce sont. Alors, fatalement, une femme a en elle des vertus masculines. Parce que sans ça, ce serait une chiffre molle. Oui, c'est vrai. Et les hommes ont en eux des vertus féminines. Autrement, on aurait affaire à des brutes épaisses. C'est vrai. Voilà. Donc, normalement, c'est ça, quoi. Et alors, ce qu'elle fait en plus, et ce qu'on a reproché probablement aux Amazones, d'abord, c'est qu'elle mettait le pied sur un territoire qui est un territoire réservé aux hommes, c'est-à-dire qu'elle faisait la guerre et qu'elle tuait, sans regret et sans remords. Et d'un autre côté, elles avaient mis en place la sororité. Elles avaient un lien entre elles, un lien profond entre femmes, et un lien également avec la mère. Et ça, c'est quelque chose qu'on a démoli. On n'aime pas quand les femmes mettent en place leur sororité. On essaye de casser la sororité. Et le lien à la mère également. La mère, fatalement, éduque mal, il y a peut-être tas de choses qu'on reproche à une mère. Donc, voilà. Mes sœurs, j'implore, donc tu parles de sororité, je t'en prie. Voilà, oui. Mes sœurs, j'implore, je vous implore, noyez-moi dans les odeurs des simples, couvrez-moi des fleurs de pluie de nos champs, peignez ma chevelure de fauve aîné, la bouche close sur le miroir, où défilent les âges bruissants d'épices, les yeux plissés, froissés de cette organique blessure, de ce cadavérique repos auquel je consens. Alors, je suis obligée d'aller un petit peu rapidement parce que le temps passe. Oui, vas-y. J'arrive sur Mélusine. Ces fameuses figures qui se rapprochent assez bien de l'élite aussi, d'ailleurs, et d'autres. Donc, Mélusine. Je vais te laisser nous raconter Mélusine. Ce sera plus simple. Mélusine, c'est une mi-femme, mi-serpente, qui vit dans les sources, dans les puits. Donc, c'est quelqu'un qui fait le lien entre le ciel, puisqu'elle est une femme, elle est vers le haut, et le souterrain, la profondeur, ce qui est caché, la germination, la boue, la vase, tout ce qui se passe et que l'on ne voit pas, mais qui était très important, pour elle en tout cas. Et puis Mélusine, comme elle est également, elle connaît le passé, le présent, le futur, ça se mélange. Elle sait que l'homme, ce chevalier qui lui compte son amour, que cet homme va la trahir. Il va le faire. C'est comme ça, c'est écrit. Et pourtant, elle décide quand même de l'aimer. Et plus que l'aimer, elle va
de prendre cette partie, encore une fois, comme Pénélope, elle prend cette partie sociétale. Elle décide d'être une architecte. C'est une créatrice. Elle bâtit. Elle crée ses enfants. Elle gère tout le royaume de ce chevalier. Elle n'exige qu'une chose, une seule chose. Elle exige qu'un jour par semaine, elle soit libre, porte fermée. Elle n'est plus ni femme, ni mère, ni amante, ni maîtresse, ni épouse, ni quoi que ce soit. Elle est elle. Et pour ce faire, elle doit se replonger dans l'eau. Et donc, elle se remet dans l'eau, et là, à ce moment-là, elle se relie avec l'eau à toute cette partie souterraine d'elle-même qui est très importante, parce que c'est son authenticité de femme, et qui lui permet de se relier à sa propre énergie vitale et de renaître, finalement, de se refaire, d'être ce qu'elle est. On ne peut pas être... C'est dans le secret que ça se passe. Parce que si c'était vu au-dessus de tout le monde, ce ne serait plus quelque chose qui lui appartiendrait. Ce serait automatiquement... Ça appartiendrait à tout le monde. Et c'est intéressant, l'eau, d'ailleurs. Mélusine se replonge dans l'eau. Mais Mélusine n'est pas Narcisse. Narcisse se plonge dans l'eau et regarde son reflet dans l'eau. Et il se noie. Et nous vivons dans une société où on regarde son reflet. On est sans arrêt en train de regarder le reflet, jusqu'à se noyer. Et les femmes qui persistent à se noyer, à regarder leur reflet, à vivre à travers leur reflet, finissent de toute façon à un moment donné ou à un autre par se noyer. Soit elles terminent en hystérie, bon, on ne va pas dire au 19e siècle, c'était la maladie des femmes, l'hystérie, ou bien, comme certaines, je pense à Marilyn Monroe, qui a cadenassé dans son rôle, dans ce rôle de femme qui devait plaire dans la séduction et qui finit de toute façon par mourir. Mélusine n'est pas ça qu'elle veut. Elle ne peut pas. Elle est en symbiose avec l'eau. C'est parce qu'elle est en symbiose avec l'eau, c'est parce qu'il n'y a pas de frontière entre l'eau et elle qu'elle se régénère et qu'elle revit. Et à partir du moment où elle sait qu'on a regardé, qu'on a vu ce qu'il se passait, qu'on a découvert son secret, c'est plus possible. Elle ne peut pas rester. Le choix, il est simple. Elle reste, elle meurt. Elle meurt simplement, pas nécessairement de mort, de vraie mort, mais elle meurt d'une mort sociétale, elle meurt à l'intérieur d'elle-même. Ou bien, elle se casse. Alors, tu vois, quand tu disais oui, je ne suis pas d'accord avec l'image du serpent et du phallus, mais qui ne vient pas spécialement de moi, mais parce qu'effectivement, le serpent symbolise la sexualité, la fameuse Kundalini. Oui, la Kundalini, ça je suis d'accord. Et peut représenter aussi, peu importe, mais... Et la renaissance, la mort et la renaissance. La transformation et la mue. Le serpent, en général, nous fait peur, et puis ce sont les forces... La connaissance, les forces telluriques. Et c'est le caducée du médecin. Et c'est un symbole qui revient très fréquemment quand même avec les femmes. Oui. En lien avec les femmes sous forme de désobéissance, de transgression. Et notamment, ce qui m'a fait penser, bien sûr, immédiatement, Mélusine, c'est la vouivre qui découle ça, qui est la femme au serpent. Mais là, c'est plutôt c'est Marcel Aimé, je pense. La vouivre, c'est Marcel Aimé. Et c'est une légende, en effet, française. Je voulais que tu lises... à la page 63, parce que dans ce poème, il y a énormément de thèmes qui sont comme tous dedans. Dans ce poème, il y a plusieurs thèmes qui reviennent, qui traversent ton recueil, et je les ai, repérés, on peut dire ça comme ça. Je m'enroule au torrent la roche vive, la jeunesse, le pli profond de la vieillesse, l'enfant, du voyage la sport fugace. Je connais tout. Je déchiffre tout. La main qui trace l'inscription, le sceau du sang, le temps, l'heure, la corde, la cendre et la poussière. Je connais tout. Je déchiffre tout. Des visions, le passé, du présent, l'élan, le réel, le fou du fleuve et de ses rêves, les amandiers. Alors tu vois, ici, il y a le torrent, il y a l'eau, il y a la jeunesse, il y a la vieillesse, il y a l'enfance, il y a le voyage, il y a le sang, il y a le temps,
Il y a tout. Dans un poème, il y a, voilà, tout ce que tu explores à travers se retrouve dans ce poème. C'est pour ça que j'avais tellement envie que tu le lises. Et moi, je vais aussi lire un de tes textes qui est de Mélusine, enfin, je donne voix à Mélusine. De la cascade monte un remugle de tourbes rectiliennes, trouble l'errance miroitante. J'appartiens aux berges molles du crépuscule. Je m'arroge la liberté de me cacher dans les flots, de me défaire et me rejoindre à cet avant notre rencontre, quand tous deux, habillés des contours de nos bois, sous une porte cochère, nous bâtissions humides de baisers humides le lieu où perdurerait l'histoire. Et puis, voilà. Toute l'histoire. Toute l'histoire. Alors, je me demandais, j'avais envie, parce qu'on arrive à la fin, qu'on peut pas, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tellement, c'est très riche. Donc ce qui est très compliqué, c'est de parvenir en 1 heure à parler de tout ce que tu exprimes dans ce recueil. Mais je voulais quand même que tu nous parles un petit peu de ce que tu as mis. Cette citation de René Char. Seules les traces font rêver. J'avais envie que tu t'exprimes un petit peu. Pourquoi as-tu choisi cette phrase, cette citation de René Char, « Seules les traces font rêver », qui est tirée d'un de ses poèmes? D'abord parce que c'est la vérité, et que Char le dit très bien. Les traces, c'est ce qu'il nous reste de quelque chose qui a existé à un moment donné et dans un certain lieu. Et les traces, ça peut être, par exemple, cette lumière des étoiles qui nous parvient, alors que finalement les étoiles sont mortes depuis longtemps. C'est une main qui est posée sur une grotte, c'est un pied dans la glaise, et c'est aussi la mémoire collective, celle que nous possédons tous, et qui dépasse les individus. Cette mémoire collective, c'est ce que Jung appelait le continent des morts. Et ça nous ferait donc rêver, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas complètement défini, parce que ça permet, en effet, s'il y a une empreinte, on peut tout imaginer. On ne sait pas vraiment. Et est-ce que l'écriture, est-ce que la poésie serait comme un fil, alors là je reviens sur Pénélope, comme un fil à tisser en lien avec la mémoire du monde, la mémoire de l'univers? Ça me, voilà, oui, je pensais à ça, mais... Oui, bien sûr, un fil qui traverse finalement tous les recueils. Oui, les parcs tissent le destin de l'humanité. Les parcs, Pénélope, qui tisse et détisse. Quand elle tisse, elle rapproche Ulysse. Quand elle détisse, elle éloigne Ulysse, qui a bien besoin d'avoir 10 ans pour se laver de tout ce qu'il a fait à Troie. Et qui rencontre toute une série de femmes, toutes ces femmes qui vont permettre à Ulysse de se relier à sa masculinité, à l'authenticité de sa masculinité. Que dire de plus? De quelle femme te sens-tu la plus proche? La question piège. Y en a-t-il une que tu préférais? Y en a-t-il une qui résonne, qui vibre davantage en toi? Ou bien toutes? Oui, je pense qu'il y a à retirer des enseignements de tous ces archétypes féminins. Aussi bien de Pénélope, bien sûr, il y a Xéna, mais l'émotion que j'ai retirée de Pénélope, c'était cette émotion devant la souffrance, devant l'éloignement, devant la solitude. Et chez Xéna, c'est son attente de la mort, parce qu'elle va mourir. Et donc, quelque part, cette façon qu'elle a d'implorer, j'avais juste envie, et c'est probablement la vertu féminine qui est revenue, c'est que j'avais juste envie de prendre cette petite Xéna, de poser sa tête sur mes genoux, de caresser ses cheveux et de lui chanter une berceuse et de lui dire « Mais tout va bien se passer, n'aie pas peur, ça va aller, tu vas mourir facilement, il n'y a pas de souci. » Et bon, et de Circé, Circé qui... Prendre la main de Circé pour un homme, j'explique, mais prendre la main de Circé pour une femme n'est pas évident. Autant je me suis abandonnée à Pénélope, autant Circé, j'ai quand même freiné. J'ai senti en tout cas que je freinais. Parce qu'elle est d'une lucidité, c'est un diamant pur, Circé. Elle demande qu'on soit vrai, qu'on soit
dans son centrage. Ouais. Voilà, c'est pas évident. Et je reprendrai peut-être un vers d'incandescence. Mais c'est comme ça vient brusquement. Je me dis que ça convient parfaitement bien à Circé. Tu avais écrit dans Incandescence: j'aimerais être un homme pour aimer une femme à la mesure de son infini. Ouais. Et ça, c'est Circé. C'est l'infini de l'amour. Ouais. Et puis Mélusine, c'est compliqué Mélusine, parce que tout abandonner, partir, elle garde un œil sur ses enfants, parce que c'est quelque chose de difficile pour une mère d'abandonner ses enfants. Est-ce qu'on en est capable? Je ne sais pas, moi je peux pas, je pourrais pas. Je le dis d'avance, je ne pourrais pas. Je reviendrai, je regarderai, je surveillerai quand même de l'œil, même en fantôme. Dernière question, s'il y avait une musique qui devait symboliser ce recueil, ce serait quelle musique? Compliqué ça. Oui, je sais, c'est la question, mais c'est surprenante, inattendue, je sais. Oui, effectivement. Oui. Peut-être une musique minimaliste. Je prendrais la musique d'Arvo Pärt. Oui. Cette goutte d'eau, qui revient comme ça régulièrement. Oui, c'est peut-être ça. Arvo Pärt. J'aime bien la musique d'Arvo Pärt. L'idée vraiment comme une goutte qui tombe. Comme une goutte qui... Oui, c'est ça. D'accord. Avec cette pulsation de la goutte qui revient comme ça régulièrement et qui nous tranquillise en même temps. Voilà, je voulais savoir si tu avais encore quelque chose que tu voulais peut-être partager et que tu avais que je n'aurais pas pensé peut-être. Non, je crois que tu m'as fait faire le tour de mon recueil. Sans avoir bu un verre d'eau. J'aurais pas l'illustration parce qu'évidemment c'est un... Oui, l'illustration, c'est une illustration de Rocio Pozalodos, qui est une styliste et en même temps une photographe. Et puis, c'est toi. Je trouvais que ça correspondait finalement à Circé. Voilà. Mais toi, quelle est l'héroïne que tu as préférée dans le recueil? Circé. Circé. Oui. Ouais. Je l'aime bien celle-là. Oui, je ne m'attends pas. Voilà. Mais écoutez, si vous avez des questions, je suis tout à votre disposition. Tu parlais d'archétypes, tu parlais de ces femmes qui sont des archétypes. Maintenant, après le recueil fini, est-ce qu'il y en a d'autres que tu penserais pouvoir ajouter à la collection et qui représenteraient une autre partie? Oh, c'est gentil. Ça fait un gentil. Je ne sais pas, parce que, comme j'avais dit, ce recueil est arrivé alors que je ne m'attendais pas. Je n'ai rien décidé. Je ne me suis pas documentée. Je n'ai rien décidé. C'est venu comme ça. Donc peut-être que oui. Peut-être. Je ne sais pas. En fait, quand j'écris, je me laisse guider par ce qui vient. Je ne décide pas vraiment. Et donc il n'y en a pas une autre qui t'a paru après lorsque le recueil était non, pas vraiment. C'est vrai que, oui, moi, tu vois, j'aurais bien voulu, il y a tellement d'autres, que ce soit Antigone chez Razade. Antigone, il y a Médée. Mais là, c'est du costaud. Ah oui, c'est du costaud. J'ai jamais osé, mais Médée, c'est quand même un personnage incroyable, hein, franchement. Et dans les Amazones, il y en a d'autres aussi. Il y a Pentésilée. La reine des Amazones, qui est Pentésilée. Il y a la fée Morgane. C'est vrai qu'il y en a beaucoup finalement, c'est vrai. Donc, oui, mais la fée Morgane, c'est aussi une fée un peu sorcière. Oui, bien sûr. Prêtresse. Oui. Prêtresse d'Avalon. Et les poèmes de votre maman avaient été traduits? Ah non, elle n'écrivait pas. Elle n'écrivait pas. Non, ma mère n'écrivait pas. Ma mère avait un énorme recueil, grand recueil comme ça, des poèmes de Pouchkine. Et ce qu'elle faisait, c'était lire les poèmes de Pouchkine. Elle les connaissait par cœur. Et elle n'a jamais voulu me les traduire. Donc, je reste avec un conte de fées, qui est le Ruslan et Ludmila. Et je n'ai pas la traduction, et personne ne l'a jamais traduit.
Donc je reste, et j'ai encore... non, je ne crois pas, Mais moi, je reste encore avec des strophes, enfin, que j'avais dû étudier par cœur, parce que ma mère, tu parlais de théâtre, et ma mère m'obligeait effectivement à apprendre des poèmes en russe par cœur. Donc je les ai encore toujours dans la tête. Hein. Celui-là, en tout cas, je l'ai toujours dans la tête. Hein. Ça, c'est... Je crois qu'à ma mort, je serai encore toujours Non, il fallait le dire, avec expression, il fallait le dire avec... Bon, c'était... Il fallait être à la hauteur du poème. Mais elle n'a jamais rien écrit. Non. Mais elle adorait la littérature, et la littérature francophone également. C'était une grande amatrice de Stendhal, bon, pas tellement. Elle n'aimait pas, par exemple, Colette, alors que moi j'adore Colette. Oui. On avait des goûts très divergents. Merci, oui. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir écrasé. Merci à Baba de m'avoir donné l'occasion. Et puis j'ai quelque chose que j'ai quand même... Je me souviens que tu as fait une recension et tu as parlé d'Aimé Césaire. Aimé Césaire, ça c'est vraiment quelqu'un... Toute la poésie africaine, la poésie haïtienne, Mahmoud Darwish, ça ce sont des poèmes Adonis. C'est une littérature que moi, j'adore. Voilà. Alors, j'ai tout dit. Merci à vous. Vas-y, vous voulez, voilà, c'est là, si vous êtes intéressés. Et pour vous remercier de votre participation à ces masques et la plume, très cher Edith Henry, cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard.